En une nuit, le Burkina Faso a décidé d'abolir toutes ses prisons. 14 800 détenus, hier encore enfermés pour des vols de survie ou de petits trafics, sont brusquement libérés, réarmés, intégrés dans des unités de combat censées protéger la nation qu'ils auraient autrefois menacée. Que révèle vraiment ce pari d'Ibrahim Traoré sur votre idée de justice ? Car si des hommes autrefois marqués comme coupables deviennent, devant le Sahel entier, les nouveaux gardiens armés de la souveraineté, alors ce décret n'est plus seulement une réforme pénitentiaire, c'est une fracture profonde dans l'ordre mondial établi. Ce récit promet de dévoiler non seulement l'ampleur d'un décret inédit, mais surtout les risques structurels qu'il fait peser sur un État déjà éprouvé par l'instabilité. Comprendre, en 10 à 12 mots, comment une décision juridique peut devenir une stratégie de survie nationale. Derrière l'est la recomposition de l'autorité, la redéfinition de la sécurité intérieure et la confrontation directe avec les modèles occidentaux qui, depuis des décennies, dictent la norme pénale. Mais ce choix, aussi spectaculaire qu'inattendu, ouvre également un espace de comment réinsérer instantanément des milliers d'hommes dans une structure militaire sans créer une fragilité nouvelle. Si cette réforme tient debout malgré son audace, alors elle pourrait bouleverser les fondations politiques d'un continent entier. Ce que vous allez entendre n'est donc pas un simple récit d'événements, mais le déploiement méthodique d'une expérience qui teste les limites même de la souveraineté. Deux révélations surgissent dès le d'abord, les registres pénitentiaires dévoilent 14 800 détenus concernés. Ensuite, l'ordre transmis aux casernes confirme que tous seront formés pour rejoindre la défense nationale. Ces deux données, froides et abruptes, suffisent à montrer que la décision ne relève pas d'un geste isolé, mais d'un basculement complet de doctrine. Dans cette lumière encore tremblante, la réforme portée par Ibrahim Traoré apparaît comme un point de rupture. Les prisons, héritées de l'époque coloniale, fonctionnaient depuis des décennies comme des espaces d'enfermement massifs, souvent dévolus aux délits mineurs et aux condamnations hâtives. La surpopulation carcérale fragilisait l'appareil judiciaire, tandis que l'entretien des infrastructures absorbait un budget disproportionné face aux urgences sécuritaires. Il prend racine dans une succession d'impasses. Les cellules saturées, les procédures lentes, l'incapacité à réinsérer les détenus et l'essor de groupes armés dans les zones rurales avaient placé l'État dans une équation intenable. En transformant les détenus en recrues, le pouvoir tente de convertir une faiblesse structurelle en potentiel stratégique. Dans les casernes, les premières heures révèlent un mélange de stupeur et de discipline forcée. Les commandants reçoivent pour consigne de préparer des unités d'accueil, d'organiser des inventaires d'armes, de notifier les instructeurs. Les tribunaux, eux, relisent le décret à voix basse, redoutant une erreur ou une mauvaise interprétation. Et pourtant, malgré les résistances initiales, les camions militaires convergent vers les grands centres de détention, les portes s'ouvrent brutalement, les listes circulent, les uniformes sont distribués. Le pays semble retenu entre deux respirations, fasciné et inquiet à la fois. Ce contexte, dense et instable, une tentative de recomposer la justice en la reliant directement à la souveraineté, sans passer par les modèles extérieurs qui, jusque-là, dictaient la norme. Au centre de cette transformation, un personnage s'Ibrahim Traoré, non pas comme une figure héroïque, mais comme l'architecte d'une mécanique institutionnelle qui se déploie à une vitesse rare. Son rôle n'est pas seulement de signer un décret, il orchestre un déplacement complet de la fonction pénale, du châtiment vers l'intégration stratégique. Pour comprendre les premiers effets concrets de cette décision, deux scènes suffisent. Dans une prison de Ouagadougou, un directeur pénitentiaire reçoit l'ordre de libérer plusieurs centaines de détenus condamnés pour vol de survie et trafic mineur. Il s'attend à des débordements, mais observe au contraire un calme tendu. Les hommes sortent en silence, surpris que la porte cède d'un coup, presque brutalement. Quelques minutes plus tard, ils montent dans des camions militaires qui ne les emmènent pas vers un exil, mais vers un centre de formation. Cette absence de chaos constitue le premier signal d'une adhésion inattendue. Dans un camp de Kaya, un instructeur décrit la première séance d'entraînement. Les recrues arrivent épuisés, désorientés, mais affichent une intensité inhabituelle. Leur motivation ne vient pas d'un patriotisme abstrait, elle naît
de la possibilité soudaine d'effacer un passé récent. Chaque consigne est exécutée avec une rigueur qui surprend même les cadres les plus aguerris. Cette énergie brute devient un indicateur précoce de la transformation en cours. Ces scènes, modestes mais révélatrices, montrent comment un choix institutionnel se traduit immédiatement en comportement mesurable. Une réforme capable de remodeler le rapport entre justice, utilité et souveraineté. Une décision peut reconfigurer tout un État. Tout commence par un document de quelques lignes, signé à l'aube. Le décret circule d'abord dans les bureaux gouvernementaux, puis se propage comme une onde dans les casernes, les tribunaux, les préfectures. À peine publié, il renverse les prisons sont abolies, les détenus seront intégrés à la défense nationale. Dans les cellules, la nouvelle provoque un silence d'incrédulité, puis un cri mêlé de surprise et de délivrance. Les portes s'ouvrent violemment, sans transition ni délai. Les officiers, eux, consultent les listes, tentent de comprendre la logique, mais l'instruction est claire, sans ambiguïté. Les camions militaires convergent vers Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya. Ce n'est pas une extraction, ce n'est pas une fuite. C'est un transfert de statut, un passage de l'ombre à l'uniforme. Le pays bascule en quelques heures, sans négociation préalable, sans phase pilote, sans gradualisme. Et derrière ce mouvement rapide, transformer une vulnérabilité en colonne vertébrale de la souveraineté. Dans les centres de formation, l'afflux massif de nouveaux arrivants impose une réorganisation immédiate. Les instructeurs répartissent les groupes, établissent des procédures accélérées, redéfinissent les priorités. L'objectif n'est pas de créer une force d'élite, mais une cohésion fonctionnelle capable de répondre à des menaces réelles dans les zones rurales. Les recrues apprennent à marcher ensemble, à suivre des ordres, à tenir une position, à coopérer. Ces hommes, autrefois réduits au statut de condamnés, se comportent comme s'ils voulaient effacer chaque minute passée derrière les barreaux. L'administration militaire renforce les moyens logistiques. Les uniformes sont distribués, les rations pour 6 mois arrivent, les véhicules blindés sortent des hangars. Dans ce déploiement ultra rapide, une phrase circule attribuée à Ibrahim Traoré. Ce ne sont plus des prisonniers, ce sont des fils de la nation. Ce message, relayé dans les radios locales, devient un pivot psychologique. Il structure la perception collective. Il crée un effet de mobilisation qui dépasse largement le cercle initial des recrues. Les familles observent, les marchés commentent, les quartiers populaires réévaluent leur jugement. Transformer la faute en utilité. Dans les jours qui suivent, le pays entre dans une phase de recomposition accélérée. Les unités dédiées, les unités issues des anciennes prisons, participent à des patrouilles encadrées. Les zones rurales, autrefois fragilisées par des incursions armées, connaissent une accalmie. Les routes sont sécurisées. Les convois humanitaires circulent à nouveau. Dans les villages, les habitants observent ces nouveaux soldats avec prudence, puis avec curiosité, parfois avec respect. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs activités, les agriculteurs retournent sur les terres abandonnées. L'effet est mesuré, non pas à travers des statistiques officielles, mais à travers des gestes concrets, les mêmes gestes qui indiquent qu'un pays, même temporairement, respire mieux. En parallèle, les critiques s'organisent à l'inquiétude diplomatique, débats télévisés, accusations de dérive autoritaire. Mais intérieurement, le récit se consolide, une dynamique est lancée, une logique se met en place. Et qu'on l'approuve ou non, elle redéfinit en profondeur l'usage du pouvoir, de la discipline et de la justice. Au départ des zones rurales sous pression, une armée sous-dotée et un système carcéral saturé incapable de réinsérer ou de protéger. Le décret déclenché par Ibrahim Traoré cherche à convertir ces faiblesses en capacités opérationnelles. Une nouvelle main-d'œuvre militaire, un redéploiement budgétaire et une recomposition du rapport entre justice et sécurité. Le premier chiffre est massif, 14 800 ex-détenus intégrés dans un parcours militaire structuré. Phrased. Cette intégration crée instantanément une réserve opérationnelle que l'État n'avait plus. Ce flux humain, considérable et soudain, modifie l'équilibre interne des forces. Là où les prisons constituaient un poids financier et un foyer de tension, elles deviennent une source de ressources humaines reconfigurées. Les instructeurs décrivent un niveau d'engagement rare, alimenté non par l'idéologie, mais par le besoin d'effacer la honte sociale.
Ce capital d'intensité devient un indicateur stratégique dans l'analyse des premiers résultats. Les incursions armées connaissent une chute estimée à 50% sur certaines zones pendant les premières semaines. Phrase de cette baisse reflète une pression nouvelle sur les routes et les villages. Le phénomène n'est pas uniforme ni consolidé, mais il constitue un signe de stabilisation temporaire. Ce recul relatif des attaques est interprété par les analystes comme l'effet combiné de la présence accrue sur le terrain, de la rapidité de déploiement et de l'effet psychologique produit par l'apparition des unités dédiées dans les régions les plus vulnérables. Des rations militaires prévues pour 6 mois sont distribuées dès la première phase. Phrase de ces provisions garantissent une autonomie initiale essentielle pour la cohésion. Cet apport matériel, souvent ignoré dans les analyses rapides, joue un rôle direct dans la transition des ex-détenus vers un statut militaire. Il évite un effondrement organisationnel, limite les besoins d'approvisionnement en urgence et donne au programme le temps minimal pour consolider ses mécanismes internes. Ces 3 indicateurs, humains, sécuritaires et logistiques, forment un triptyque révélateur. Ensemble, un nombre massif d'hommes, une baisse ponctuelle mais tangible de la violence et un socle d'autonomie matérielle calculé. Le récit n'il possède des manifestations concrètes mesurables dans les comportements, les déplacements, les opérations et les effets territoriaux. Mais au-delà des données, une question: comment un pays peut-il absorber une telle transformation sans vaciller ? Combien de temps la dynamique initiée par Ibrahim Traoré pourra-t-elle maintenir ce delta positif avant que les tensions internes et externes ne reviennent peser sur la structure ? 2 thèses majeures structurent le débat autour de la réforme. Elles s'opposent s'opposent frontalement, mais chacune s'appuie sur une logique interne suffisamment solide pour mériter d'être entendue avant d'être confrontée aux faits. Selon les critiques, intégrer d'anciens détenus dans une force armée pourrait créer un corps instable, potentiellement fragile face aux manipulations, aux désertions ou aux actes indisciplinés. L'absence de trajectoire progressive, l'intégration directe et l'ampleur du contingent alimentent l'idée de transformer en soldats des hommes autrefois privés de repères sociaux solides. Les chancelleries européennes et certains plateaux télévisés éclairent cette inquiétude en évoquant la possibilité qu'un tel dispositif échappe au contrôle institutionnel. A l'inverse, les partisans de la réforme affirment que le système carcéral hérité de la période coloniale produisait avant tout de la stagnation, de la colère et de la marginalisation. Pour eux, l'intégration militaire représente une voie de réhabilitation active, tournée vers l'utilité collective. Ils mettent en avant la discipline observée dans les premiers centres de formation, la motivation intense des recrues et la capacité du pays à transformer une charge budgétaire en ressources opérationnelles. Les performances initiales dès les unités dédiées dans les zones rurales renforcent cette lecture. Les premières semaines montrent que ni le catastrophisme européen ni l'enthousiasme romantique ne suffisent. Les données observables sont plus nuancées. D'un côté, l'absence d'émeutes ou de chaos lors de la libération de 14 800 hommes indique une cohésion inattendue et contredit l'idée d'un effondrement immédiat. De l'autre, la baisse d'environ 50% des attaques dans certaines zones constitue un signal fort, mais elle reste fragile, dépendante de la logistique, de l'encadrement et de la formation accélérée. Ainsi, un espace où les risques demeurent réels, mais où les premiers indicateurs pointent une capacité effective à transformer la vulnérabilité en stabilité. La question n'est donc plus de savoir si le modèle est utopique ou dangereux, mais s'il peut se consolider suffisamment longtemps pour tenir face aux pressions internes et externes. Une ligne a basculé. À ce moment précis du récit, la réforme cesse d'être perçue comme un acte audacieux et devient un mécanisme qui produit ses propres effets. Le tournant apparaît dans une scène simple mais décisive. Alors que les unités dédiées achèvent leur première phase d'entraînement, un rapport interne circule discrètement parmi les officiers. Il indique que plusieurs zones rurales, autrefois classées instables, n'ont enregistré aucune incursion depuis une semaine. L'information, modeste mais significative, pour la première fois, la réforme génère un résultat tangible qui ne dépend pas de discours politiques. Cette accalmie
n'efface ni les risques ni les tensions, la possibilité que le modèle fonctionne par sa logique interne. Et c'est là que la figure d'Ibrahim Traoré ressurgit, non pas dans un geste spectaculaire, mais dans une phrase rapportée par un instructeur: un homme qui retrouve sa dignité ne trahit plus. Cette conviction, jusque-là théorique, semble trouver un premier écho dans la discipline observée sur le terrain. Le système commence à se défendre lui-même. Les conséquences de la réforme se déploient désormais dans 4 sphères distinctes. Chacune révèle une transformation concrète, parfois fragile, parfois spectaculaire, mais toujours mesurable. C'est dans ces ramifications que l'on comprend vraiment ce que la décision d'Ibrahim Traoré a déclenché. Dans les villages, l'effet est immédiat et visible. Les routes autrefois désertées retrouvent un niveau de circulation que l'on n'avait plus observé depuis des mois. Les marchés rouvrent, les étals se remplissent à nouveau, les commerçants racontent que la peur a reculé juste assez pour permettre de reprendre le travail quotidien. Certains habitants observent ces anciens détenus avec prudence, mais beaucoup notent en leur discipline et leur rigueur. Le contraste avec l'image précédente, celle de la faute et de la marginalisation, crée un déplacement psychologique profond. Ce n'est pas une confiance totale, mais c'est un début de respiration collective. Les activités économiques, particulièrement dans les zones de production agricole, bénéficient de la stabilisation progressive. Les convois de récolte, souvent visés par les groupes armés, circulent désormais sous escorte, permettant aux coopératives de réduire les pertes. Les coûts d'entretien des prisons, infrastructures, personnel, logistique, disparaissent au profit d'investissements dirigés vers l'agriculture et l'équipement militaire léger. Plusieurs responsables locaux évoquent une utilité retrouvée. La main-d'œuvre considérée comme perdue redevient contributive, créant une chaîne de valeur inattendue. Cette dynamique reste fragile, mais elle change les anticipations économiques, ce qui constitue un indicateur stratégique en soi. Pour les 14 800 hommes concernés, la transformation est brutale mais structurée. Le passage de la cellule à l'uniforme crée un cadre qui impose rythme, règles et utilité. Beaucoup trouvent dans la formation militaire un moyen de regagner un statut social que l'enfermement avait détruit. Les instructeurs décrivent une fin de discipline, les recrues exécutent des consignes avec une intensité qui surprend les cadres les plus expérimentés. La possibilité de convertir une disgrâce individuelle en valeur collective. Mais cette évolution comporte aussi des tensions internes. Certains hommes peinent à suivre le rythme, d'autres manifestent des signes d'épuisement psychologique. Le système doit donc gérer simultanément la montée en puissance et le risque latent de rupture. C'est là que la phrase d'Ibrahim Traoré « Ce ne sont plus des prisonniers, ce sont des fils de la nation » devient un ancrage symbolique majeur, un fil conducteur qui structure la cohésion. À l'extérieur, la réforme agit comme un choc idéologique. Les chancelleries occidentales expriment leur inquiétude, parlant de militarisation civile ou de dérive autoritaire. Les plateaux télévisés en France ou à Washington soulignent le caractère inédit du modèle et redoutent qu'il devienne un précédent. Pourtant, sur le terrain africain, à Bamako, Niamey ou Accra, des mouvements populaires voient dans cette décision un exemple de souveraineté assumée. Les discussions universitaires évoquent une justice utile, un renversement du paradigme pénal, ce que certains appellent risque, d'autres le considèrent comme une reprise de contrôle historique. Dans ces 4 dynamiques entremêlées, un constat, la réforme ne produit pas un seul effet, mais une constellation d'impacts qui redéfinissent simultanément l'ordre social, l'économie, l'autorité politique et l'imaginaire régional. 6 à 12 mois constituent une fenêtre suffisamment courte pour observer les premières consolidations, mais suffisamment longue pour laisser apparaître les tensions structurelles. 3 scénarios se dessinent alors, chacun porté par des tendances déjà perceptibles sur le terrain. 1. Scénario base, stabilisation sous conditions. Dans cette trajectoire, les unités dédiées maintiennent leur cohésion initiale. Les patrouilles régulières continuent de réduire les incursions dans les zones rurales, permettant à l'économie locale de conserver son élan fragile. Les coopératives agricoles consolident leur chaîne d'approvisionnement. Les marchés restent ouverts et les écoles poursuivent leurs activités sans interruption majeure.
Cependant, cette stabilisation dépend de maintien de la formation, discipline interne, approvisionnement logistique et capacité de l'armée à intégrer progressivement ces nouvelles unités. Les tensions psychologiques parmi les anciennes recrues peuvent persister, nécessitant un encadrement renforcé. Si ces paramètres restent sous contrôle, le pays obtient une sécurité relative, pas encore durable, mais déjà significative. 2. Scénario optimiste, consolidation et diffusion régionale. Dans cette version, les unités dédiées deviennent une composante pleinement fonctionnelle de la défense nationale. L'efficacité observée au cours des premières semaines se transforme en doctrine. Les zones rurales connaissent une baisse durable des attaques, l'économie se redresse plus vite que prévu et les coopératives agricoles s'étendent, l'intérêt régional. Le Mali, le Niger ou d'autres pays du Sahel observent le modèle, en débattent et lancent leur propre commission d'études. Sur le plan diplomatique, l'Afrique de l'Ouest se fracture davantage entre les États partisans d'une souveraineté renforcée et les gouvernements attachés aux cadres pénaux traditionnels. Le modèle burkinabé devient un objet politique, une idée exportable. Dans ce scénario, le pays gagne une influence symbolique disproportionnée par rapport à sa taille. 3. Scénario worst case. Fatigue, rupture et pression extérieure. Dans la perspective la plus défavorable, fatigue opérationnelle, tensions internes parmi les recrues, déficit d'encadrement et retour progressif de groupes armés mieux organisés. Les unités dédiées, dépassées, perdent leur cohésion, certains éléments décrochent, d'autres commettent des fautes disciplinaires utilisées ensuite pour discréditer tout le dispositif. Parallèlement, la pression diplomatique, sanctions, campagne médiatique, suspension de coopération. Le pays doit alors gérer simultanément un front sécuritaire instable et une hostilité extérieure croissante. Ce scénario n'implique pas un effondrement total, mais une érosion progressive de l'élan initial. Un modèle dépendant des conditions, pas d'un miracle. La question déterminante n'est pas de savoir si la réforme est bonne ou mauvaise, discipline, logistique, encadrement, temps, cohésion et soutien populaire. Sans ces éléments, aucun modèle ne tient. Avec eux, même un pari extrême peut devenir une structure viable. Ce moment du récit ne parle plus seulement d'un pays, mais de ceux qui le regardent. 3 groupes de spectateurs, A, B et C, reçoivent cette réforme comme un miroir différent, chacun y projetant ses attentes, ses craintes ou ses contradictions. Groupe A, ceux qui vivent l'insécurité au quotidien. Pour eux, la réforme c'est une réponse directe à la peur, une tentative de remettre de la cohérence dans un environnement fragmenté. Ils observent la baisse des attaques, la réouverture des marchés, le retour des convois agricoles. Ce qu'ils aperçoivent, c'est la possibilité d'un quotidien moins fragile. Leur réaction, ainsi la sécurité revient. Ne serait-ce que partiellement, alors la réforme mérite d'être comprise avant d'être jugée. Groupe B. Ceux qui analysent à distance, chercheurs, journalistes, ils lisent cette transformation à travers des cadres conceptuels, justice réparatrice, militarisation civile, restructuration institutionnelle. Certains y voient une rupture dangereuse, d'autres une innovation pénale audacieuse. La réforme sort des modèles occidentaux et ouvre un champ de réflexion inattendu. Ce groupe rappelle la nécessité de rester vigilant, de documenter, de mesurer, d'évaluer. Pour eux, comprendre prime sur applaudir ou condamner. Groupe C, ceux qui cherchent un sens plus large, dans les diasporas africaines, dans les universités du Sud, dans les mouvements sociaux, celui d'une souveraineté qui s'assume sans demander validation. Ils observent un peuple qui transforme ses propres marges en force collective. La question qu'ils se posent n'est pas « est-ce conforme aux standards ?» mais « est-ce un chemin possible pour reprendre la main sur son destin ?» Pour ce groupe, le geste porte une dimension narrative, la dignité devient une ressource politique. Ainsi, selon l'endroit où l'on se tient, la réforme n'a pas le même visage. Que signifie, pour une société, choisir son propre modèle au lieu d'en hériter un déjà écrit? Pour qu'une réforme aussi radicale tienne dans le temps, elle doit reposer sur une architecture claire, mesurable et capable d'absorber les tensions. Le pays ne peut pas se contenter d'un élan initial, il lui faut une méthode. Voici 5 étapes
qui émergent logiquement du terrain et des besoins institutionnels, chacune alignée avec la vision exprimée par Ibrahim Traoré. 1. Stabiliser la formation et structurer les cycles. Les unités dédiées doivent passer de modules de discipline, tactique de base, psychologie opérationnelle. En fixant des niveaux de compétences, l'État réduit le risque de dérive et crée un standard reproductible. 2. Encadrer les recrues avec des officiers spécialisés. Le système doit intégrer des cadres capables de gérer d'instructeurs formés aux dynamiques de groupe, à la gestion du stress et au parcours de réhabilitation. Ce pilotage professionnel évite que la cohésion repose uniquement sur la motivation brute. 3. Réaffecter durablement le budget carcéral logistique, agriculture, ateliers de production, équipement. Cette réallocation matérialise la promesse d'une justice utile et renforce la viabilité du modèle. 4. Créer un mécanisme d'audit interne. Sans contrôle, la réforme s'expose aux accusations extérieures et aux failles internes. Un audit périodique, organisation, discipline, incident, efficacité, fournit un garde-fou et une légitimité institutionnelle. Ce suivi constitue un rempart contre les pressions diplomatiques. 5. Construire un pont vers la société civile. La cohésion nationale ne repose pas uniquement sur les armes. Il faut des programmes de réintégration sociale, des ateliers communautaires, des campagnes publiques expliquant le sens de la réforme. Lorsque la population comprend, elle soutient. Lorsque la société soutient, le modèle s'enracine. Cette feuille de route n'offre pas une garantie, mais un cadre. Elle permet à un pari risqué de devenir un système stable, capable de transformer une idée politique en structure durable, exactement le type de trajectoire que cherche à instaurer Ibrahim Traoré. Dans les centres de formation, au milieu de la poussière rouge, ces hommes, qui sortaient en silence des cellules, avancent désormais d'un pas synchronisé. Le même instructeur de Kaya, celui qui, dans P4, décrivait une intensité presque brutale, raconte qu'il reconnaît dans leurs gestes une transformation qu'aucune statistique ne peut traduire. Cette cohérence nouvelle n'efface ni leurs fautes ni leur fragilité, mais elle donne un sens concret à la phrase répétée par Ibrahim Traoré. « Vous n'êtes pas mes prisonniers, vous êtes mes frères ». Ce lien, fragile mais réel, traverse tout le dispositif. Il relie l'échec individuel à l'utilité collective et transforme une frontière sociale en continuité nationale. Dans les villages, on dit que lorsqu'un homme marche droit après être tombé, c'est toute une communauté qui se redresse avec lui. Cette idée, simple et rugueuse, devient l'une tentative de guérir en intégrant, de sécuriser en réhabilitant, de reconstruire en réaffectant. Le geste initial semble alors moins spectaculaire que patient, moins explosif que déterminé. Et sous cette lumière, une phrase, la dignité, peut changer un pays. Dans cette histoire, rien n'est totalement résolu et rien n'est totalement figé. Une société qui transforme ses propres marges en force collective ouvre toujours plus qu'elle ouvre une possibilité. La réforme décrite ici soulève des questions qui dépassent le Burkina Faso et touchent à ce que chaque communauté attend réellement de la justice, de la sécurité et de la dignité. Si cette expérience dérange autant qu'elle inspire, c'est parce que qu'advient-il lorsqu'un peuple décide de réécrire ses propres règles au lieu de suivre celles qui lui ont été imposées? Cette démarche, qu'on l'approuve ou qu'on la conteste, le pouvoir de définir son avenir reste l'acte politique le plus radical. Alors, si ce récit vous a interpellé, partagé ou surpris, vous pouvez prolonger la réflexion ici même. Laissez votre point de vue, questionnez, confrontez, discutez. Les idées ne grandissent qu'à travers le dialogue. Et vous, que pensez-vous qu'une nation puisse devenir lorsqu'elle choisit de se reconstruire à partir de ses propres blessures plutôt que de ses frontières ?